Bonjour à toutes et à tous, merci d'être de nouveau là parmi nous aujourd'hui pour continuer notre programme et évoquer deux thèmes importants qui nous ont tous beaucoup... alors le premier qui a effectivement été très, très important pour tous et qui nous a tous beaucoup préoccupés depuis 1 an et demi, qui est le PEAD, les décisions de la Cour de cassation ayant considéré qu'on ne pouvait plus faire de placement à domicile. Donc on avait décidé à la FMJF de faire un groupe de travail sur ce sujet pour pouvoir réfléchir à la suite. Au regard de la temporalité et du fait que les choses se sont quand même déjà beaucoup finalement transformées dans la plupart des départements, on a aussi élargi ce groupe de travail à tout ce qu'on avait à réfléchir sur le devenir des interventions en milieu ouvert et les choses qui seraient peut-être à modifier. Et puis ce groupe de travail auquel on songeait depuis longtemps sur le JE, l'articulation JE-JAF, sur lesquelles on a abouti à des propositions à peu près au même moment où on nous a sorti l'ordonnance de sûreté de l'enfant, enfin le projet d'ordonnance de sûreté de l'enfant. Donc c'est un thème dont on va discuter en deuxième partie. Avant de démarrer les travaux, je voudrais faire un petit mot pour rendre hommage à deux personnes. D'abord Marie-Pierre Ourcade, qui est notre ancienne présidente de l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille, et qui est décédée en début d'année 2025. Et donc voilà, je souhaitais qu'on lui rende hommage. C'est notre premier colloque depuis son décès, donc c'était important d'avoir quand même une pensée pour elle. Et puis j'aurais quand même aussi une pensée aujourd'hui pour notre collègue Julien Grégoire, qui est enterré cet après-midi de Bobigny. Et voilà, je pense que c'est important d'avoir une pensée pour ces deux collègues en début de journée aujourd'hui. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous le connaissaient et sont très impactés par ce qui s'est passé. Et je pense que c'est important d'avoir une pensée pour lui et voilà, en sa mémoire aujourd'hui, alors que c'est effectivement le jour de son enterrement. Voilà, je tenais quand même à rappeler ça et qu'on ait tous une pensée pour Marie-Pierre et pour Julien. Nous allons ensuite commencer donc pour nos travaux d'aujourd'hui. Nous allons commencer effectivement par nos propositions, peut-être aussi le dérouler un peu comment nous avons pensé les choses sur la question du PEAD et du milieu ouvert. L'idée, c'est vraiment d'avoir un échange sur ces deux temps, sur ces deux groupes de travail, d'avoir un véritable échange avec vous. Vous êtes encore tous mis au fond de la salle comme d'habitude, ce qui est vraiment très pratique pour avoir des échanges, mais c'est pas grave. Vous avez le droit, si vous le souhaitez, de vous rapprocher, notamment si on veut avoir des échanges plus direct, mais bon, vous faites comme vous voulez, sinon on le fera avec le micro. Donc c'est Laurent et Sophie Lézino, qui n'a pas pu être parmi nous, qui ont été organisés les travaux de ce groupe de travail auquel ont participé. Alors je ne suis pas sûre que... Est-ce qu'il y a des participants des groupes de travail qui sont là aujourd'hui? D'autres... Je ne crois pas. Il y en avait qui étaient là hier, mais pas aujourd'hui. En tout cas, on a pu associer d'autres... ça n'a pas été travaillé qu'avec les membres du comité directeur de notre association. On avait proposé à d'autres collègues qui souhaitaient y participer de se joindre à nous, ce qui a été le cas. Il y a eu quelques collègues qui ont pu se joindre aux travaux et on a finalisé des propositions à notre dernier comité directeur, propositions que vous avez dans la pochette. Donc tout le monde a eu le rendu de nos propositions avec des points restants à trancher. Pour les deux groupes de travail, on a fait certaines propositions sur lesquelles on était à peu près au clair, et puis d'autres propositions où on était partagés, et donc ça a aussi un intérêt pour nous d'avoir votre point de vue sur toutes, même les propositions sur lesquelles on s'est mis d'accord, mais et évidemment les propositions sur lesquelles nous étions partagés, et d'avoir un échange là-dessus. Donc je vais te donner la parole, Laurent, pour exposer un peu comment on a travaillé et ce sur quoi on est arrivé. Merci Alice. Donc voilà, donc l'idée, c'était de nourrir aussi la réflexion de la FMJF à partir des échanges avec les collègues qui le souhaitaient. C'est pour ça qu'on avait passé
l'information, un message à nos adhérents, mais également de façon plus large sur le forum enfant, qui nous a permis de réunir un certain nombre de juges des enfants, donc de différents départements. Alors évidemment, on n'a pas eu tous les départements n'étaient pas représentés. Mais bon, voilà, on en a eu en Seine-et-Marne, on a eu les Alpes-Maritimes, à Saint-Étienne, à Moulins, Angers, Mulhouse. Voilà. Par ailleurs, on a également des informations qui nous parviennent de façon un peu plus indirecte d'autres départements. Donc sur finalement cette question de la réorganisation de la question, non seulement pour être court, on parle souvent du PEAD, mais on verra que ça va bien au-delà de la question du PEAD et qu'on a souhaité élargir la discussion autour de tout ce qui tourne autour des interventions éducatives à domicile. Voilà, donc on a eu deux rencontres donc, qui sont faites en visio. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors vous avez donc le document, évidemment, je ne ferai pas une lecture extensive du document que vous avez sous les yeux, donc sur lequel vous pourrez être amené et conduit à réagir. Qu'est-ce qu'on a globalement constaté? Qu'est-ce qui ressort de ces échanges? C'est que l'arrêt, à quelques exceptions près, l'arrêt de la Cour de cassation a vraiment incité la très grande majorité des départements et donc des juridictions à une remise à plat des interventions éducatives à domicile. C'est-à-dire que la plupart du temps, on ne s'est pas contenté de définir les frontières entre AEMO renforcé et placement à domicile, mais on a été bien au-delà, ce qui a amené donc à se poser plein de questions aussi autour de l'AEMO simple, des articulations entre les mesures administratives et les mesures judiciaires, sur la question du passage d'une mesure de milieu ouvert à une autre, de la place du juge au moment de ce passage. Sur la question également des hébergements ponctuels, enfin des retraits ou replis selon l'expression en matière d'EMO avec hébergement ou en matière d'ex-placement à domicile. Voilà. Donc tout ça a été finalement un peu mis à plat. La question également s'est posée, on l'a étendu à la question des mandats de mesures de milieu ouvert confiés à l'aide sociale à l'enfance, qui a conduit aussi à certain nombre de questionnements, puisque de plus en plus aussi on voit se développer cette offre de la part des départements. Donc voilà, tout ça a été en quelque sorte mis à plat. On a vu que dans certains départements, la réflexion a vraiment été étendue à la modularité des mesures d'assistance éducative au milieu ouvert, mais aussi aux mesures administratives. Ce qu'on voit quand même, c'est que donc tout notre système est interrogé avec cette question-là. Notamment, je pense, donc les frontières entre l'administratif et le judiciaire. Ça, c'est quelque chose auquel on revient souvent. On en reparlera à l'association, parce que c'est un sujet qui... Voilà, cette question de la subsidiarité nous tient quand même beaucoup à cœur là en ce moment. Et on s'interroge quand même très fortement. On en reparlera d'ailleurs à l'occasion des débats entre c'est les articulations entre juges des enfants et juges aux affaires familiales. Voilà, donc ça c'est aussi une vraie question qui a été posée et qui finalement irrigue un peu tous les sujets. On a la question donc de la continuité d'intervention auprès des familles qui se pose. Avec aujourd'hui, on constate quand même des interventions très morcelées, alors avec des mesures qui sont un peu saucissonnées, mesures simples, mesures renforcées, semi-renforcées. Voilà, là encore, comme pour le placement à domicile, on retrouve toutes les appellations, chaque département a sa dénomination, mais souvent avec des changements de service et donc des familles qui n'en peuvent plus, de devoir changer déjà au sein d'un même service.
Il y a un turnover des éducateurs aujourd'hui qui est parfois assez effarant, mais quand à chaque fois qu'on passe d'une mesure à une autre, si ça implique des changements de service, là encore, je crois qu'il faut qu'on ait une réflexion autour de ça, bien entendu avec les départements. Et pareil entre l'administratif et le judiciaire. On a tous les enjeux de confier des mesures au département ou de les confier directement donc, au service. Voilà, la question du repli, puis la question du pilotage également. La question du pilotage de l'État pour assurer une harmonisation nationale. Donc, qu'est-ce qu'on fait aussi des départements qui ne mettent pas en place un certain nombre de mesures qui sont prévues par la loi. Donc, vous voyez, beaucoup de questionnements. On a essayé d'en faire une synthèse, nous, au sein du comité directeur. Donc, il y a des points qui ont recueilli, je dirais, l'adhésion, je dirais, quasi unanime. Alors sur des points qui peuvent paraître plus anecdotiques, déjà de simplifier les dénominations entre les services. Voilà, parce qu'on parle d'AEMO intensif ou renforcé. Enfin, si vous connaissez la nuance entre les deux, il faudra nous l'expliquer. Donc là, c'est un exemple, hein, mais en tout cas, il va peut-être falloir se mettre d'accord sur une seule dénomination. On a également donc un consensus au sein du comité directeur sur le fait de faciliter la transition entre les mesures judiciaires et administratives. On sait que c'est dans les tuyaux aujourd'hui, enfin des différents du PJL, mais l'idée étant vraiment qu'aujourd'hui, un service qui fait de l'AEMO judiciaire doit pouvoir passer en mesure administrative et donc avoir la double habilitation, ce qui revient encore à cette question de la déjudiciarisation, parce que c'est aussi un déblocage. Hein, la question de la judiciarisation, elle ne se pose pas seulement à l'entrée, mais elle se pose aussi beaucoup à la sortie. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de mesures qui sont dans les cabinets de juges des enfants et qui, pour un certain nombre de mauvaises raisons, y demeurent pendant des années et des années, parce qu'il n'y a pas toujours des relais qui sont organisés. Donc là aussi, il y avait un consensus sur ce plan-là. Un autre consensus portait sur l'idée de définir quand même par voie réglementaire des normes pour ces mesures d'AEMO simple, renforcées ou avec hébergement. Parce que là encore, on voit tout et n'importe quoi. Selon les départements, on peut vous parler d'une AEMO renforcée avec quand même 4 heures d'intervention dans la famille par mois. Dans d'autres départements, on est à plusieurs fois par semaine. Et puis, qu'est-ce qu'on appelle renforcé ? Renforcé, déjà, quand on parle est-ce que c'est uniquement du face-à-face avec les familles ? Est-ce qu'on y inclut tout ce qui concerne le travail autour de la famille ? On a eu récemment donc, la réunion, donc, la conférence régionale justice des mineurs qu'on avait organisée autour de cette thématique à Paris. On s'est rendu compte, dans certains départements, donc, sur la l'AEMO renforcée, ils sont à plus de 20 heures par mois. Mais ils incluent tout. La rédaction des rapports, les coups de fil, les relations partenariales, etc. Dans un autre département, ils étaient à 4 heures par mois, mais c'était 4 heures de face à face. Donc, qu'est-ce qu'on met derrière cette idée de renforcer ? On peut renforcer aussi par une intervention forte du service lui-même, mais parfois c'est simplement parce que le service peut s'adjoindre des partenaires, service de TISF par exemple. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on met dedans ? Et il nous paraît important quand même de savoir de quoi on parle, parce que là on a comme pas très acceptable, sous la même dénomination, on ait des interventions, des modes d'intervention totalement différents d'un département à l'autre. Également, donc, il y avait plutôt une synthèse, enfin, du comité directeur, donc, pour que le juge puisse ordonner donc une mesure avec une intensité déterminée, donc simple, renforcée, intensifiée avec hébergement. Mais que si on passait à une aggravation finalement de la situation, il fallait qu'il y ait une audience. Et là aussi, il nous a paru important, alors ça soulèvera peut-être des réactions, mais on a estimé, je veux dire, qu'on ne pouvait pas
se contenter. On ne pouvait pas dire à la fois revendiquer un pouvoir du juge de prendre des décisions dès qu'on change la modularité, mais tout en se dispensant de tenir des audiences. Alors peut-être avec des délais différents de ceux qu'on connaît de 15 jours, on était plutôt sur des délais de 2 mois. Mais voilà, sachant que par ailleurs, le juge passe énormément de temps, mais on y revient toujours encore une fois, à tenir des audiences pour des AEMO sur lesquelles tout le monde est d'accord, et ensuite donc à décider d'un renforcement d'une mesure sans recevoir les familles. Ça nous paraît quand même être aussi hautement problématique. Comment ? Oui, si les familles sont... Oui, bien sûr. Oui, tu peux le préciser, d'ailleurs. Enfin, oui, c'est surtout en cas de désaccord des familles, puisqu'effectivement, dans les propositions qu'on a fait sur l'AEMO modulable, enfin, on a distingué plusieurs cas de figure, quand même, plusieurs cas de figure, c'est-à-dire le fait de pouvoir... sur cette idée, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait aussi qu'on commence à travailler un peu plus sur la question du travail avec les parents et de pouvoir aussi leur laisser une part de pouvoir décisionnel, y compris à l'intérieur des mesures judiciaires, et que d'ailleurs c'était indispensable puisque de toute façon à l'heure actuelle toutes les mesures sont judiciaires, enfin en tout cas la plus grande partie. Donc si on ne commence pas à introduire du pouvoir de détermination de certaines choses entre les parents et les services, alors qu'on n'est que dans du judiciaire, on s'en sortira pas non plus, et qu'il faut aussi commencer à leur donner une part, mais qu'en même temps, ça devait quand même être vraiment soumis à l'accord du juge, cette idée de la modularité. Et donc, on ne sait pas comment le texte, parce qu'on sait que dans le PJL, il y a une proposition, PJL Enfance, il y a une proposition d'AEMO modulable dont on n'a pas vu la rédaction actuelle. Et effectivement, ce que nous allons soumettre dès ce week-end assez clairement au ministère dans le cadre, aux deux ministères dans le cadre de ce PJL, c'est que AEMO modulable, pourquoi pas, à plusieurs conditions. Un, le fait que le juge puisse décider qu'elle ne soit pas modulable dans certaines situations, que ce soit sous son contrôle, qu'on ait quand même cette possibilité de dire on veut une mesure renforcée jusqu'au bout du temps qu'on a fixé, y compris si le service et la famille s'accordent pour l'alléger, mais que le juge puisse aussi prononcer une mesure modulable s'il estime que ça peut tout à fait être géré en accord entre la famille et le service pour s'adapter aux besoins, plus finement aux besoins, quand on sent que finalement on n'a pas besoin d'être... Enfin, qu'on peut laisser dans cette situation-là les choses se faire de cette manière-là, sous réserve qu'effectivement la modification de la modularité soit vraiment faite, non pas en l'absence d'opposition de la famille, mais avec l'accord de la famille, et que cet accord soit clairement reçu, formalisé, et notamment que ça puisse être formalisé dans ces fameux projets pour l'enfant qui aujourd'hui n'existent quasiment jamais dans le cadre de l'AEMO et qui permettraient de commencer à en faire aussi un outil réel de discussion avec les familles sur à la fois les objectifs des mesures, mais aussi ce point-là qui pourrait être effectivement l'intensification ou l'allègement de la mesure en fonction de l'évolution de la situation. Donc l'idée qu'on commence vraiment à réintroduire aussi un petit peu cette souplesse cette souplesse et cette réactivité qui pourrait se passer hors d'une formalisation, hors d'une audience systématique chez le juge pour moduler une mesure, mais vraiment en fonction des besoins, sous réserve de cet accord, sous réserve évidemment que cet accord soit transmis au juge qui pourra quand même toujours, si jamais ça lui pose problème, éventuellement refaire une audience et interpeller le service, donc une transmission obligatoire. Voilà, l'idée c'est que le juge quand même, quand on est dans une mesure judiciaire, puisse en fonction de ce qu'il a considéré comme étant la situation de danger, dire que non, là, dans ce cas-là, il ne souhaite pas que la modularité se fasse sans son accord préalable et sans son accord préalable, donc ne pas prononcer de modularité s'il le souhaite, qu'il puisse aussi prononcer une modularité, et que dans ce cas, la modulation de la mesure se fasse avec l'accord formalisé des familles
et avec une transmission, une information faite au juge qui pourra éventuellement réagir si à un moment il n'est pas tout à fait d'accord avec ce qui s'est passé. Donc introduire de la souplesse dans le système, mais sans désinvestir complètement le juge dans le cadre d'une mesure judiciaire de sa part de pouvoir décisionnel, y compris si tout le monde est d'accord. Parce que dans certains cas, effectivement, on peut considérer qu'il faudrait faire les choses autrement. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on l'a écrit. Je ne sais pas si c'est lisible, si vous l'avez bien compris dans la façon dont on a pu le formuler dans le document. C'est comme ça qu'on l'a écrit et c'est ce qu'on souhaite proposer, même si je ne suis pas sûre que ce soit ce sur quoi le PJL... comme ça que le PJL s'oriente, mais en tout cas, nos garde-fous étaient ceux-là. C'est-à-dire pas dire non à la modularité, mais sous condition de ces accords des parents, et je dirais de l'accord de principe du juge sur la modularité au départ, de l'accord des parents sur chaque modulation de la mesure. Voilà, donc une modularité des mesures de milieu ouvert, auxquelles donc, nous on est plutôt favorables sous ces réserves dans le principe. Également possibilité de modularité de la mesure de placement, c'est-à-dire que la ligne finalement, le point de bascule entre les mesures de milieu ouvert et la mesure de placement, c'est de savoir est-ce qu'on est toujours dans l'aide et l'assistance, même renforcée à la famille, avec l'enfant maintenu dans la famille, ou est-ce qu'on est dans une suppléance, au moins partielle, de l'autorité parentale. Donc le placement modulable, c'est-à-dire ce qu'on pouvait qualifier de vrai PEAD sous le système actuel, donc pourrait continuer à exercer à condition qu'il se traduise par une prise en charge physique de l'enfant par le service, au moins sur certains moments. C'est-à-dire que si l'enfant est intégralement pris en charge dans sa famille, là, on est dans le milieu ouvert renforcé, le cas échéant. Le placement modulable implique que le service prenne en charge au moins partiellement l'enfant. Alors, il y a notamment deux cas de figure qui rentreraient dans cette ligne. Ce serait, par exemple, le placement centre parental. Donc quand l'enfant est confié à l'aide sociale à l'enfance, mais tout en pouvant résider dans un centre parental avec l'un ou les deux de ses parents. Et puis ce qu'on appelle le placement séquentiel, c'est-à-dire finalement une prise en charge qui pourrait être partagée entre le service gardien, plus souvent l'aide sociale à l'enfance, ça peut être aussi un placement direct, et la famille, soit avec une MEX ou une famille d'accueil sur un certain nombre de nuitées, sur des temps de vacances scolaires. Voilà. Donc le placement modulable donc, pourrait être impliqué et serait nécessairement dans ce cas-là complété par un suivi intensif de l'enfant au domicile par le service. Et ce placement modulable, il devrait pouvoir s'exercer selon des modalités qui évoluent en fonction des besoins de l'enfant, avec des temps de présence plus ou moins importants dans la structure, et toujours avec une évolution qui pourrait se faire avec l'accord des parents dans un sens ou dans l'autre, ou à défaut sur décision judiciaire. Donc ça, c'était un autre point. Donc on a vraiment ces deux modularités au sein du milieu ouvert, au sein du placement. Les points qui ont... Bon, on a également évoqué la question des replis de l'enfant, donc dans le cadre, c'était la dernière proposition, donc dans le cadre de l'AEMO renforcée avec hébergement ou en placement modulable, avec deux situations qui ne sont quand même pas tout à fait comparables, puisque dans un cas, l'enfant reste sous la responsabilité de ses parents, dans l'autre, il est juridiquement confié au tiers, notamment donc, dans ces cas de placement séquentiel. Donc, l'AEMO renforcée avec hébergement donc, répond à une situation de crise. Et donc, le service doit pouvoir, sans autorisation préalable du juge, procéder au retrait de l'enfant qui prend en charge lui-même. Mais il doit avoir l'obligation d'avoir organisé un accueil possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être un service d'accueil d'AEMO avec hébergement si on n'a pas préalablement organisé. Là, à tout moment, le service doit être en capacité de pouvoir garantir, soit
en interne, soit en partenariat, ça dépend de son projet, peu importe, mais on ne peut pas avoir un service d'AEMO renforcé avec hébergement s'il n'a pas la possibilité concrète à tout moment de faire procéder à un accueil en urgence de l'enfant. Et donc le retrait de l'enfant sans l'accord des parents donc, est possible. On l'envisageait à 5 jours par exemple, un peu comme le département a la possibilité d'accueillir en urgence tout enfant trouvé pendant une période où les mineurs en fugue pendant 5 jours. Le juge évidemment doit en être immédiatement informé, et si à l'issue de ce délai il n'y a pas de retour possible, à ce moment-là il va falloir solliciter une OPP du juge et une audience dans les 15 jours. En matière de placement, si l'enfant est confié donc, à l'aide sociale à l'enfant dans le cadre d'un placement modulable, donc tel qu'on l'a vu, imaginons un enfant qui est avec sa mère dans un centre maternel. À un moment, le service gardien estime que la protection de l'enfant impose qu'il soit retiré et mis à l'abri en pouponnière ou en famille d'accueil. Là, l'enfant est déjà juridiquement confié au service, donc à tout moment, il peut décider de prendre l'enfant en charge. Et qu'à ce moment-là, l'adhésion des parents, elle est à rechercher, mais elle n'est pas une condition nécessaire. Et là encore, le service doit informer immédiatement le juge qui devra organiser une audience, mais à ce moment-là, l'audience pourrait se tenir dans un délai plus long de 2 mois, puisque l'enfant est déjà confié au département. On serait simplement sur des modalités différentes, et faute de quoi, l'enfant serait remis à sa famille sur sa demande, comme en parallèle avec ce qui est procédé pour les OPP. Après, il y a quelques points sur lesquels on a eu discussion, on n'a pas encore déterminé notre position. Il y en a 2 notamment. Alors, le premier, c'est la question de l'AEMO simple. Question de l'AEMO simple. Alors bon, tout le monde est d'accord pour dire que bon, en fin de mesure, l'AEMO simple, en effet, peut tout à fait se concevoir et subsister. La question, c'est de savoir, en tout cas, la façon où aujourd'hui les mesures d'AEMO simple sont conduites, c'est-à-dire vraiment à minima, parce qu'on a tous observé quand même un effritement, je dirais, de la prise en charge éducative dans l'AEMO simple. La question, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, cette mesure, elle protège encore l'enfant ? Donc, à supposer qu'on soit vraiment dans du judiciaire pur sucre, c'est-à-dire avec une vraie situation de danger donc, qui a été évaluée comme telle par le juge des enfants, est-ce que la mesure d'AEMO simple, telle qu'elle existe aujourd'hui, a encore sa place dans le champ du judiciaire ? Donc on a une vraie interrogation par rapport à ça. Certains considérant que si on est vraiment dans le dur du judiciaire, elle n'a pas sa place parce que clairement elle ne permet pas suffisamment de protéger l'enfant. D'autres considérant que dans certaines situations, elle peut même ab initio rester donc une mesure pertinente, notamment en considérant que le fait qu'il y ait le signalement judiciaire, l'audience chez le juge peut contribuer à faire bouger la famille sans qu'il soit nécessaire que l'intervention soit systématiquement sur un mode renforcé. Bon, sachant que le subsidiaire, c'est aussi que si l'AEMO simple donc, est conservé, peut-être plutôt vers cette dimension, mais ce serait à la condition que, là encore, des normes minimales d'intervention puissent être déterminées. Donc voilà, donc on a une discussion pour entendre votre point de vue par rapport à cette mesure. Oui, il y a la question aussi, oui, de la modularité par le même éducateur aussi. Voilà, là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, d'éviter les changements de service et autres. Pour la... Oui, vas-y. Il me semble que sur ce point, sur le fait, sur l'idée que les mêmes services puissent à la fois être en administratif et en judiciaire, et que les mêmes services puissent à la fois exercer, si on maintenait l'AEMO simple, de l'AEMO simple et de l'AEMO renforcée, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de changement d'éducateur ou de changement de service quand on passe de l'un à l'autre, je crois qu'on était quand même plutôt unanime là-dessus pour effectivement arriver à la fois permettre de la continuité tout en ayant une adaptation fine de la mesure aux besoins des familles, parce qu'on s'aperçoit bien aussi qu'il y a des énormes effets ça crée des effets de maintien de certaines mesures, soit en judiciaire, soit dans un dispositif pour pas changer de service, pas changer d'éducateur, avec en plus
au regard des délais de tous les services, le fait que quand on doit changer de service, par exemple si on passe de renforcé à simple ou de simple à renforcé, on sait qu'il va y avoir 8-9 mois d'attente et que dans certains départements, et que du coup ça crée des ruptures de prise en charge qui sont absolument préjudiciables et on a des effets, je pense que tout le monde les a un peu constatés. Moi je me souviens une fois sur le même secteur, même ville, j'avais à l'époque du PEAD, j'avais un PEAD pour lequel je voulais passer en AEMO et on me disait on le maintient en PEAD parce qu'il n'y a pas de place, et sur le même secteur, une AEMO que je voulais passer en PEAD et on me disait il n'y a pas de place. Et donc je leur disais mais en fait juste échanger. Oui mais non, il y a des délais d'attente, ça ne va pas pouvoir se passer comme ça, etc. Donc on voit bien des effets quand même extrêmement complexes qui font qu'aujourd'hui on n'a pas forcément la bonne mesure pour la bonne famille et parfois réciproquement, et que du coup on n'utilise pas le dispositif exactement de la manière la plus efficiente du fait de ces changements de service lorsqu'on veut moduler la mesure, et on a ce cas-là aussi pour les mesures pour passer de l'administratif en judiciaire dans les départements qui n'ont pas habilité leur service. Voilà. Et puis le dernier point un peu dans la prolongation, c'est aussi interroger sur la question de la durée. Faut-il imposer finalement une durée maximale pour les mesures d'intervention renforcée? La question n'est pas tranchée. C'est vrai qu'aujourd'hui, un certain nombre de services qui font de l'AEMO intensive ou renforcée ont des durées plus courtes d'intervention. C'est vrai que d'un côté, on ne peut pas, je dirais, difficilement en tout cas, exiger de mettre des moyens forts sur un certain nombre de mesures intensives, tout en les prolongeant indéfiniment, en les étirant dans le temps, comme ça se passe parfois. En même temps, il y a la question, bien évidemment, des délais de prise en charge. Est-ce que prévoir, donc on peut aussi prévoir des mesures, une durée à partir de la prise en charge effective de la mesure. Et puis donc on a se dire aussi, est-ce que c'est pas dangereux non plus de fixer un couperet finalement en fin de mesure qui impliquerait nécessairement une autre orientation, quoi. Soit on estime qu'il y a besoin d'un placement de l'enfant ou de revenir vers des mesures plus légères. Donc voilà, il y a des discussions en tout cas aussi sur ce point, mais qui est un peu un corollaire. Donc vous voyez que ça fait quand même beaucoup de points sur lesquels on a essayé de débattre. Et puis donc on sait qu'il y a des départements encore aujourd'hui qui n'ont pas voulu évoluer sur la question du PEAD. Je crois qu'on aura notre collègue de Bordeaux là, qui nous en parlera. Je sais que c'était la même chose pour Mulhouse. Donc on a quelques départements qui misent toujours aujourd'hui sur une pression législative en disant il faut faire changer la loi pour en gros faire entrer le PEAD tel qu'il existe aujourd'hui dans la loi. On verra ce que ça donnera. Il n'est pas du tout certain, en tout cas, que ce soit l'orientation actuelle, mais en tout cas, ce sera intéressant d'entendre nos collègues concernés, au moins Bordeaux. Je ne sais pas si sur Mulhouse, on avait une collègue de Mulhouse, je ne sais pas si elle est... Non, elle n'est pas présente aujourd'hui, mais qui nous disait que là aussi, il y avait un certain blocage. Voilà, est-ce que tu veux compléter peut-être ? Juste, tu n'as pas parlé de l'accueil de jour ? Ah oui, je n'ai pas parlé de l'accueil de jour. On a évoqué plusieurs choses aussi sur l'accueil de jour qui nous semble pas du tout devoir être regardée comme une modalité de placement, parce que d'ailleurs elle n'est pas du tout construite comme ça dans la plupart des dispositifs d'accueil de jour, et donc nous on propose que ce soit une troisième mesure en fait qu'on puisse prononcer, qui est l'AEMO, l'accueil de jour, le placement, et que l'accueil de jour ne sorte complètement du placement avec toutes ces... Aujourd'hui, en termes de transfert de responsabilité, ça veut dire que ça entraînerait un transfert de responsabilité qui n'est pas du tout d'ailleurs même considéré, même dans la tête des services qui gèrent de l'accueil de jour. Ils ne se considèrent pas du tout comme responsables des enfants. Il n'y a pas de financement particulier. Tout ce qui incombe comme responsabilité au département dans le cadre d'un placement, en général, n'existe pas.
n'existe pas dans le cadre de l'accueil de jour. On voit bien que c'est une mesure qui est absolument pas une mesure de placement. Et du coup, de la sortir, effectivement, en faire une mesure vraiment autre et la distinguer du placement. Tout le cheminement en fait, qu'on a eu de réflexion quand même suite à la décision de la Cour de cassation, c'est... on a fait preuve de beaucoup de créativité aussi, parce que les placements à domicile, ils sont nés de la créativité des établissements qui voyaient bien que le placement classique ne répondait pas forcément toujours et avait des effets aussi très négatifs, ce dont on a parlé hier avec Paul, et donc qui effectivement ont commencé à inventer des choses et on les remercie vraiment de l'avoir fait parce que je pense que c'était hyper intéressant. Mais c'est vrai qu'on a un système qui est aujourd'hui empreint d'une très 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 grande confusion sur les places de chacun, les droits de chacun, qui fait quoi, etc. Et que derrière finalement cette décision de la Cour de cassation, remettre un petit peu d'ordre dans tout ça et de clarté aussi, y compris pour les familles, sur quels sont leurs droits, quelles sont leurs obligations dans chaque mesure, avait quand même aussi du sens, parce que c'est aussi dans cette confusion que finalement on est parfois pris, nous aussi, juges des enfants, sur choisir une mesure plutôt qu'une autre, non pas en fonction de l'intérêt que ça peut avoir pour l'enfant, mais pas en fonction de la nécessité de supprimer des droits à un parent. C'est-à-dire quand on prononce un accueil de jour qui parfois il pourrait carrément être une mesure de prévention, non, en fait, c'est pas un placement. Enfin, à un moment, on n'est pas en train de dire qu'il faut retirer cet enfant de sa famille. Pourtant, c'est ce qu'on dit finalement dans notre décision, puisque c'est calé dans le placement, et qu'il y a beaucoup de choses comme ça dans notre système, et qui, en tout cas aujourd'hui, peut-être qu'à une certaine époque, ça a plutôt permis d'aider et de bonifier, en tout cas d'améliorer globalement le système. Mais aujourd'hui, plutôt on conduit à un système qui, on le sait, marche pas très bien, et que peut-être essayer d'être un petit peu plus au clair sur ce qu'on fait par rapport aux droits de chacun et notamment aux limitations, aux garanties des droits et des libertés fondamentales des enfants et des parents était important. Donc oui, sortir l'accueil de jour du placement et en faire une mesure sui generis. On s'était posé la question aussi, et ça c'est pas tranché, par rapport est-ce qu'il faudrait autoriser officiellement le juge des enfants à pouvoir prononcer des mesures de travailleuse familiale, parce que aujourd'hui on voit bien toute l'utilité de cette intervention. On voit bien que dans certains départements, il n'y a pas de souci. Les juges des enfants peuvent, dans le cadre d'un maintien à domicile, demander une mesure de travailleuse familiale que le département va mettre en place. Dans le cadre d'un placement, demander l'intervention d'une travailleuse familiale pour les droits de visite à domicile, et le département va mettre en place. Que dans d'autres départements, le département considère que le juge n'a pas le droit de faire ça et donc n'accepte pas, ne met pas en place ces travailleuses familiales qui sont demandées, et de se dire que quand même c'était un problème de se dire que si la situation familiale est plus dégradée et qu'on se retrouve dans le judiciaire, il y a moins de moyens qui sont mis à la disposition des familles parce qu'on n'a pas le droit de les ordonner, et que ça pouvait poser certains problèmes. Donc on était un peu partagés sur ce sujet-là aussi, et c'est un sujet sur lequel ça serait intéressant d'avoir votre avis. Est-ce qu'il faut en faire une mesure clairement indiquée comme une possibilité pour le juge, qui pourrait être ordonnée par le juge? Est-ce qu'il faut clairement l'indiquer simplement dans les conditions du maintien à domicile? Par exemple, que ce soit précisé comme dans le code, il y a marqué notamment, mais si ne serait-ce qu'un notamment l'intervention d'une travailleuse familiale à domicile, je pense que donnerait peut-être déjà un premier caractère de contrainte pour le département. Oui, pour le département. Voilà, oui, si, et pour les familles. Mais le problème, c'est parfois, c'est pas tant les familles qui bloquent que le département, et en considérant que c'est pas à nous de pouvoir le dire. Si c'était écrit, ça changerait déjà quelque chose. Ou faut-il carrément dire que le juge peut ordonner une mesure de travailleuse familiale et finalement élargir les panels des mesures qu'on peut prononcer, d'autant que même dans les départements qui sont, je dirais, ouverts aux injonctions des juges, parfois, finalement, il n'y a que la mesure de travail. Enfin, ça pourrait
dans certaines familles, finalement, on pourrait à un moment arrêter la mesure d'AEMO parce que la mesure de travail familial pourrait devenir suffisante. Et or, aujourd'hui, de toute façon, même si on le met en obligation ou en objectif d'une mesure, c'est toujours accessoire, soit une mesure de placement, soit une mesure d'AEMO. Donc, finalement, on se retrouve parfois à avoir 2 mesures, alors que peut-être on pourrait n'en avoir qu'une si c'était une mesure à part. Donc voilà, ça fait partie des éléments du débat. C'est vrai que finalement, moi je tiens quand même à dire que derrière cette décision de la Cour de cassation, et je crois que ça a été le cas dans beaucoup de départements et aussi pour nous, pour l'association, ça nous a mis au travail sur réfléchir à, je dirais, notre offre globale de services aux familles dans le cadre des mesures judiciaires et administratives, et que cette réflexion, finalement, elle est plutôt intéressante et elle permet de dresser plusieurs pistes, dont certaines qui nécessitent vraiment qu'on continue la réflexion ensemble. Alors ça, je termine juste. 2 points aussi, ce qui était important entre la délimitation entre ce qui est du milieu ouvert et du placement, c'est la question de la possibilité pour le juge de statuer sur les droits de l'autre parent. Donc ça aussi, c'est une donnée à intégrer. Et le dernier point, là je parle sous le contrôle de Muriel Aiglin, puisqu'on a eu quand on a eu la conférence régionale, on a posé évidemment la question, on avait les représentants des départements, de la PJJ, sur la faisabilité finalement de ces changements de structuration des services. Alors c'est vrai que c'est pas toujours simple, mais globalement, ils nous ont expliqué que c'était possible. Voilà, qu'il n'y a pas d'obstacle insurmontable à transformer un service de PEAD en service d'AEMO renforcé. Alors tu pourras peut-être y compris quand ce sont des compléter Muriel sur ce point-là, peut-être comment ça s'est fait aussi en Seine-Saint-Denis par exemple, puisque en Seine-Saint-Denis, pour donner un exemple, nous à la Cour d'appel, le département donc, a fait appel de toutes les décisions des juges des enfants qui maintiennent ou ordonnent des mesures de PEAD ancienne formule, et donc nous demande de les retransformer en mesures d'AEMO renforcée. Bon, tu pourras nous en... Comment ? Non, là, il n'y en a plus maintenant. Non, il y en a plus. Non, il y en a plus. Mais bon, c'est vrai qu'il y avait des résistants. Mais enfin, on a eu quand même, on s'est retrouvé, on a une vingtaine d'appels donc du département de Seine-Saint-Denis, et qui finalement aujourd'hui, on leur met des mesures d'AEMO renforcées qui confient au même service que ceux qui exerçaient des mesures de PEAD avec la même prestation. Donc voilà, comme quoi il y a des choses qui sont faisables, qui peuvent être. Donc voilà, je pense que dans l'occasion de la discussion, on pourra le compléter. Maintenant, on va vous laisser la parole pour vos réactions. Oui, sur la structuration juridique, alors soit c'était des services qui déjà faisaient du milieu ouvert et donc avaient une habilitation département et État, parce que c'est le cas des services de milieu ouvert. Et dans ce cas-là, il suffit d'étendre l'autorisation sans nouvel appel à projet. Ils sont déjà autorisés. En fait, il y a juste un acte à faire qui est assez facile entre le département et l'association. Soit c'était des services qui faisaient que de l'hébergement et pas du milieu ouvert et qui étaient juste habilités par le département. Et là, en fait, il faut refaire l'habilitation. Et l'habilitation conjointe État-département. Et dans ce cas-là, les règles du CASF imposent de faire un appel à projet. Ça ne peut pas être fait comme ça. Donc ça implique que le département a la possibilité, s'il le souhaite, de choisir de nouvelles associations et de virer les anciennes si elles ne donnent pas satisfaction, et même de changer le projet. Donc il faut vraiment voir avec le département ce qu'ils envisagent de faire pour pouvoir... c'est le moment aussi de dire de quoi on a besoin du côté des juridictions, si on veut qu'il y ait certains types de mesures, si on veut exiger certains types de répit, repli, etc. Et la seule exception, c'est de faire ce qu'on appelle un CEPOM, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, c'est-à-dire un contrat d'objectifs sur au moins 3 ans que le département fasse avec l'association. Ça évite de passer par l'appel à projet, mais c'est très lourd. Et par exemple, en Seine-Saint-Denis, il y a 8 associations qui faisaient du placement à domicile. Et donc, il y en a 6 qui ne faisaient pas aussi de l'AEMO. Donc, il faudrait faire 6 CEPOM et aucun département n'est armé pour pouvoir administrativement monter ce projet-là. Donc, ils sont en train de
progressivement revoir les habilitations, mais on est dans un no man's land juridique quand même, dans la période transitoire. Donc chaque département essaie de trouver des solutions transitoires, et en fait tout le monde est dans une sorte de bienveillance attentiste, je dirais. Personne ne conteste la possibilité pour le juge des enfants de désigner ces services-là en attendant. En tout cas, il y a des accords à faire. Et la PJ a même validé des arrêtés temporaires, provisoires, pour pouvoir valider, assurer les financements, afin que les associations ne soient pas dans la difficulté. Mais c'est quand même une période de transition. Et je sais qu'il y a des départements où, du coup, ils ont carrément fermé les services, redéployé les moyens ailleurs. Et ça peut se passer de manière pas du tout concertée avec les juges des enfants. Donc, c'est important d'avoir l'information par le département de ce qu'ils envisagent de faire et de ce que ça change en termes d'offres pour les tribunaux pour enfants. Sans vos réactions, Jérôme et Marion. C'est toujours bien faire un plaidoyer pour le PEAD, même ultra minoritaire. Alors oui, c'est vrai que nous, visiblement à Bordeaux. Alors déjà, je vais vous remercier le comité de l'association, parce que j'ai pas pu participer au groupe de travail, mais je trouve ça quand même très chouette d'avoir ces propositions-là et des écrits qui nous permettent, même si on ne participe pas, de réfléchir. Donc voilà, vraiment, je voulais le dire, le travail qui est fait est hyper intéressant, même pour ceux qui participent de très loin. Et effectivement, nous à Bordeaux, pour l'instant, on garde le PEAD et on est et on le soutient au niveau des juges. C'est vrai qu'on souhaite que ce soit maintenu. Alors très simplement, c'est déjà parce que dans l'expérience girondine, les services de PEAD se sont développés et ont fait du très bon travail. Là où nos services d'AMO renforcés, qui existaient depuis un certain temps, sont un peu en essoufflement. Donc on trouve que c'est quand même pas du tout la même façon de travailler. Donc ça, c'est vraiment le côté des pratiques professionnelles locales. On a après des services qui ont quand même vraiment développé toute une réflexion sur le PEAD, c'est-à-dire la question de la suppléance parentale, effectivement, à travers le PEAD, au-delà de l'intensité du nombre d'interventions par semaine, du côté pluridisciplinaire, voilà, ce que tout à fait, évidemment, être fait dans le cadre d'une AMO renforcée. C'est vraiment des services qui ont développé l'idée de maintenir le mineur au domicile, donc les liens affectifs, tout le positif, tout ce qu'on peut maintenir, en allant, notamment au début d'intervention, s'il le faut, plus loin, effectivement, que l'aide et conseils. Et très concrètement, alors soit en nous saisissant carrément pour des délégations d'autorité parentale sur certains actes, mais c'est très très exceptionnel, au final c'est pas vraiment ça qu'on utilise, mais eux dans leur pratique, le fait de se voir confier l'enfant, ils vont effectivement plus loin dans des interventions en pouvant prendre des rendez-vous à l'école à la place d'un parent si le parent n'arrive vraiment pas à le faire, ou un rendez-vous chez le médecin. Ils font faire plus que conseiller, solliciter, suggérer. Et ça permet de booster une intervention, en tout cas au début de mesure. L'idée, c'est pas qu'ils continuent à faire ça à chaque la mesure, mais de se sentir en co-responsabilité de l'enfant, et tout en évitant, en tout cas dans un premier temps, la question du placement hors domicile, de la séparation, une forme de rupture des liens, et effectivement de faire avancer des situations là où, en tout cas nous, la manière dont s'exercent les AEMO, sur la question de mettre en œuvre des soins, de mettre en œuvre à la garderie, des choses, les activités extérieures. On a beaucoup de services d'AMO, même parfois renforcés, qui, au bout de suivre moins et moins d'intervention, n'ont pas réussi à faire en sorte que les parents, qui ne sont pas opposants par principe, qui ne sont pas contre, qui ne sont pas dans le refus, mais qui n'y arrivent pas, ça permet de faire avancer des points, des situations, et qui permettent de réduire le danger. Donc c'est vrai qu'ils ont développé toute une façon de travailler qu'ils mettent en avant parce que l'enfant leur est confié et qu'ils se permettent certaines choses, effectivement parce qu'ils sont dans le cadre d'un placement et pas d'une AMO renforcée. Et donc il y a vraiment effectivement une forme de militantisme dans le département de certaines assos pour essayer de conserver cette structure. Alors avec effectivement des risques de confusion, il faut vraiment qu'on soit très clair en audience sur ce qu'on dit, et cette notion de placement à domicile peut tout à fait être source de confusion. Et moi je trouve que dans l'idée de tenter de maintenir à domicile quand on a les éléments pour, c'est-à-dire le lien affectif, une volonté des parents, des choses faisables, ça permet de faire des choses que l'AMO renforcée ne permet pas, ne permet pas dans les pratiques. Le service d'AMO renforcée reste assez timoré sur ce registre-là. Alors ils interviennent effectivement plus souvent, mais ils restent dans quelque chose vraiment de l'ordre du conseil et pas de allez on fait avec. Et je trouve que le service de PEAD peuvent aller là-dedans. Il y a aussi la question effectivement des droits de visite. Alors nous, c'est là que je trouve que c'est une question compliquée parce que là aussi il peut y avoir une confusion d'utiliser le PEAD pour limiter les droits de visite du parent qui n'est pas gardien. Je ne suis pas forcément fanat de ça. C'est pas tant pour statuer sur les droits de visite que pour faire vraiment de la visite médiatisée. C'est-à-dire que là aussi nos services d'AMO renforcés ne vont pas jusqu'à dire oui, nous on peut pendant 6 mois assurer
d'être celui qui va concrètement refaire la reprise de lien, médiatiser des relations, là où le PEAD le propose à la RIP, qui est effectivement soutenu. Donc en effet, on prend une décision sur le placement et sur les droits de visite, éventuellement même de l'autre parent qui n'avait pas la résidence habituelle, mais c'est ce qui permet de faire un vrai travail de remise en lien et de médiatisation. Donc c'est vrai que nous, on défend ça. Notre département, alors aussi parce qu'il est complètement à la rue sur beaucoup de choses, ne s'est pas posé la question, très clairement, jusqu'à présent, des transformations, on n'a pas pris ce train-là, et nous, on ne l'a pas sollicité, on n'a pas eu un travail où on les a poussés à ça, on a tous été en difficulté, il faut le dire aussi. Donc c'est effectivement ça qu'on défend, et on essaye effectivement de le défendre aussi juridiquement avec 375.3, quatrièmement, qui permet toute modalité de prise en charge, et un article du Code de l'action sociale et des familles qu'on a exhumé qui permet, c'est la loi de 2022, qui dit que dans certaines situations, un enfant peut être placé au département tout en étant à la charge effective et permanente de sa famille. Donc on dit que puisque ça existe dans un texte, c'est bien que le législateur considère que c'est possible. Donc c'est un petit peu voilà, la position qu'on prend pour l'instant de manière commune entre le TPE et le département. Et on en discute avec notre cour d'appel actuellement. Voilà. Moi, je voulais juste dire que tout ce que tu évoques, mes services d'AEMOH le font. Oui, mais sauf que, d'abord, est-ce que les services d'AEMO renforcés sont des services d'AEMOH ? Alors, non, AEMOH, non. Voilà, c'est-à-dire que nous, on a, déjà avant la décision sur le PE, alors dans la Loire, en fait, il y avait déjà les deux. C'est-à-dire qu'on avait du texte qui correspond au PEAD et on avait de l'AEMOH. Et d'ailleurs, nous, on s'apercevait que finalement, les services qui avaient fait de l'AEMOH faisaient à peu près la même chose. Ils étaient financés un tout petit peu moins, mais beaucoup plus qu'une AEMOR, puisque chez nous, c'est AEMO simple, AEMOR, c'est AEMO simple x2, et AEMOH, c'était AEMO simple x4. Donc, et finalement, le PEAD, c'était à peu près AEMO simple x5. Donc, on était, en termes de financement, on était proche, avec quand même un peu plus pour le PEAD. Mais en tout cas, les services d'AEMOH faisaient la même chose. Parce que sur la question de la contrainte et de l'intervention et de pouvoir faire des choses, je pense que ça vient aussi toucher à cette question de la subsidiarité. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on considère qu'en AEMO simple judiciaire, on ne peut pas faire des choses et il n'y a pas de contrainte, alors qu'on peut même faire du maintien à domicile et exiger d'ailleurs des choses, nous, juges des enfants. Mais peut-être que le fait que toutes les AEMO, finalement, une grosse partie des AEMO soient judiciaires, on oublie que le passage devant le juge, c'est déjà la contrainte. Et que le fait de pouvoir intervenir de manière plus alors, c'est pas seulement la contrainte, mais en tout cas, l'intervention, il y a déjà quelque chose qui se passe de ça. Moi, mes services d'AEMO, y compris simple renforcé, prennent les enfants dans leur voiture, font certains accompagnements, font sans les parents, font certaines choses, y compris en AEMO, et peut-être que c'est là où le bas blesse de considérer qu'en AEMO judiciaire, on serait juste dans quelque chose de très peu interventionniste, et est-ce que ça ne serait pas quasiment de la mesure de prévention ? C'est-à-dire qu'à un moment, on a des mesures qui sont quasiment des mesures de prévention, qui sont dans le cadre judiciaire, qui sont même pas... voilà, moi, je trouve que ça nous appelle à redéfinir ce qu'est une mesure judiciaire et quelle doit être quand même effectivement l'intervention. Dans la Loire, ils ont aussi retravaillé le référentiel de l'AEMO sur justement cette question du faire avec, en disant que ça fait partie d'une AEMO, y compris une AEMO renforcée, pas seulement une AEMO avec hébergement, et ça peut aussi faire partie d'une AEMO simple, même si le temps qu'on peut y consacrer, évidemment, dans une AEMO simple, est très faible. Moi, je questionne le fait qu'effectivement, dans notre dispositif global, vous avez vu le nombre de placements, qui comprend, on l'a vu hier, qui est quasiment le double des autres pays du monde, il faut quand même se le dire, mais ça comprend aussi les PEAD, c'est-à-dire qu'à un moment, quand on a voulu vraiment aider les familles de manière intensive, il a fallu qu'on les place, en fait. C'est-à-dire qu'on considère qu'il faut enlever la responsabilité aux parents pour pouvoir être dans cette coéducation. Et pourquoi doit-on considérer que l'enfant doit être placé, doit dire que l'enfant n'est plus sous la responsabilité de ses parents pour se situer dans de la coéducation dans une mesure judiciaire. Et sur la question des droits de visite et d'hébergement, moi j'alerte tout le monde. On voit le projet d'ordonnance de sûreté de l'enfant qui vient d'ailleurs dire, et à juste, on est tous à certains moments à se dire ce serait bien qu'on puisse statuer sur les droits de visite et d'hébergement, y compris dans une AEMO simple. Attention, pas seulement dans une... Donc il y a eu à un moment un détournement aussi
du PEAD pour justement confier des enfants à leurs parents, ce qu'on ne pouvait pas faire autrement, avec un coût quand même important pour les départements, parce que c'est des mesures chères et qu'ils n'avaient pas toujours... il n'y avait pas toujours un besoin de l'intensivité de ce travail que propose les services de la Gironde dans ces situations-là. Et là aussi, c'est peut-être une mauvaise allocation des moyens. On reviendra sur cette question très sensible de statuer sur certains éléments de l'autorité parentale dans les dossiers, dans nos dossiers, parce que c'est vrai que dans le deuxième groupe de travail, on a beaucoup évoqué cette question et on en comprend le sens, mais dans un système, et d'ailleurs on a fait une proposition en ce sens, mais dans un système qui se serait déjà complètement réformé pour éviter toutes les instrumentalisations. Et moi je vais noter quand même dans beaucoup de situations où, soit dans le cas de PEAD, il y avait eu des droits de visite et d'hébergement, on avait statué sur les droits de visite et d'hébergement, soit dans le cadre d'ailleurs de placement au domicile du parent, que certains JE ont continué à faire encore très récemment, pendant des années, en statuant sur les droits de visite du parent. Le résultat c'est quoi? C'est aucune décision du JAF. On ne saisit jamais le JAF. Le juge des enfants reste et il prend des mesures. Et sauf que nous, on prend que des mesures provisoires. Et on le verra tout à l'heure, les systèmes qui sont proches du nôtre et qui ont donné des compétences au juge des enfants, ils ont donné des compétences pérennes et non pas des compétences provisoires dans l'attente d'une autre décision du JAF. Ils ont fait des transferts de compétences en fait au juge des enfants pour qu'au moins les décisions soient prises et soient pas... et c'est vrai que nous, on reste dans un système qui, du coup, on reste en boucle dans le système lorsqu'on prend ce type de décision et avec parfois des mesures du coup qui perdurent, des mesures qui sont aussi des mesures éducatives financées par le département qui perdurent quand à un moment finalement l'important serait surtout d'avoir stabilisé la situation au niveau des droits. Et enfin sur la question des visites médiatisées, moi mes services d'AEMOH le font. Puisqu'ils sont financés de la même manière que, puisqu'ils sont financés à la même hauteur que, presque à la même hauteur que ce qu'étaient les PEAD, ils le font dans le cadre de l'accompagnement de la relation parent-enfant. C'est pour ça que je dis bien qu'il y a une partie qui est liée à nos pratiques. Et effectivement, nous n'avons jamais eu de service d'AEMOH. Je ne sais pas pourquoi ils n'arrivaient pas à trouver un modèle. Merci. Ils n'arrivaient pas à trouver un modèle, je pense, de financement, d'agrément, donc on n'en a pas effectivement. Donc voilà, c'est aussi les réalités de chaque département. Après, moi, je reste vraiment sur cette question d'exercice d'acte usuel et voire non usuel de l'autorité parentale. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit sur le fait que moi, je trouve les services d'AEMO trop timorés sur jusqu'où ils vont quand ils prennent des initiatives et sur la question de par quoi doit se traduire une contrainte judiciaire. Ça, je suis tout à fait d'accord. Après, je pense qu'un service d'AEMO n'a pas compétence pour effectuer un acte usuel de l'autorité parentale et ne peut pas prendre un rendez-vous chez le médecin ou chez le psy à la place d'un enfant, etc. C'est mon point de vue, à la place d'un parent. Donc je reste sur cette question quand même de suppléance d'autorité parentale qui, à mon sens, peut rester un outil effectivement intéressant dans le PEAD. Au-delà, après, des autres questions sur les droits de visite. Il peut le faire avec le parent. Oui, mais je parle bien des situations où le parent vraiment n'y arrive pas. Mais ça peut se faire. Une question au premier rang. Oui, mais justement, je trouve que c'est là où est la limite de... Vous pouvez vous présenter Oui, pardon, Muriel Crébassa, je suis coordonnatrice au tribunal pour enfants de Versailles. Alors, nous, sur Versailles, peut-être pour juste expliquer comment ça fonctionne, enfin, sur les Yvelines, nous, on est passé par finalement un conventionnement, une convention PJJ, ASE, le tribunal s'est aussi engagé dans la signature pour rassurer un peu les services ex-PEAD qui sont devenus des services d'AEMO renforcés avec possibilité d'accueil durable. Et on avait déjà des AEMO repli 72 heures. Et l'intensif, alors pour réagir aussi à ce que tu disais, Laurent, la différence entre intensif et renforcé, c'est pour nous, le renforcé vient avec la possibilité d'un repli 72 heures ou d'un accueil durable 14 jours maximum. D'accord ? Et l'intensif, c'est à peu près 3 fois par mois, alors que le renforcé, il y a des vraies interventions au quotidien auprès de la famille. Mais dans la pratique bordelaise, moi, ce qui me pose problème, c'est justement d'aller sur ces actes qui relèvent de l'autorité parentale. C'est-à-dire il faut vraiment se poser la question, à partir du moment où des parents sont dans une impossibilité ou une incapacité de faire un certain nombre de démarches de base,
Là, pour moi, on dépasse la question de l'accompagnement à domicile et on est plutôt sur la question d'une coéducation et d'une coparentalité, mais ça veut dire que les enfants à domicile, on peut se poser la question de la réalité de leur protection et qu'est-ce qui... parce que sur des incapacités comme ça, en fait, les services d'AEMO ou de PEAD n'ont pas vocation à durer jusqu'à la majorité de l'enfant. Et quand on est sur des blocages comme ça massifs, alors c'est peut-être là qu'il faut recourir à d'autres membres de la famille pour un accueil ou rester dans un accueil familial parce que peut-être la famille est suffisamment chaleureuse pour ça. Mais en tout cas, le maintien auprès des parents me questionne. Et nous, ce que ça nous a amené aussi comme questionnement et comme constat qu'on ne faisait pas bizarrement intellectuellement quand le PEAD existait et qu'on le prononçait, c'est que en définitive les possibilités de repli étaient très 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 rarement utilisées. Donc, ce qui questionnait aussi sur le financement de mesures sans possibilité de repli, est-ce qu'on travaille, sans mise en œuvre des replis, qu'est-ce que ça veut dire en fait, où est le sens? Et puis la deuxième chose, c'est que là, ce qu'on est en train de travailler, par exemple, sur les AEMO renforcés repli 72 heures, c'est ne serait-ce que commencer par présenter à la famille le lieu de repli. C'est-à-dire de dire c'est une possibilité, parce qu'on a eu effectivement aussi ces situations dans lesquelles il y avait une soi-disant possibilité d'accueil durable ou de repli, mais zéro structure derrière pour réaliser ce repli. Donc en fait, moi je partage complètement le travail qui a été fait là sur la transformation du PEAD. Je trouve que ça a clarifié vraiment les lignes et puis du coup ça va se discuter après, mais sur aussi les champs de compétences JAF juge des enfants, et il faut qu'on soit attentif à ça parce que cette confusion des champs de compétences peut amener aussi à des réformes globales de la fonction vers un juge de la famille qui serait détaché notamment de l'intervention dans le cadre pénal, et ça c'est un vrai sujet quand même. Voilà. Autre, alors, il y a une ici, une réaction là et une en haut de la salle. Je vous laisse vous présenter. Merci, bonjour. Manon Conan, juge des enfants à Saint-Brieuc. Pour rejoindre, alors, nous, sur le département, du coup, alors, ils ont pris pli, on a arrêté, les PED s'arrêtent au 31 décembre et on aura, nous, une nouvelle mesure. Ça s'appellera l'AEMO-IH, donc intensive avec ou sans hébergement, parce qu'on n'avait pas l'AEMO. Donc on a l'AEMO-R, mais qui est moins intensif que l'intensif. Alors nous, c'est l'inverse que ce qui se passe à Versailles, mais bon, peu importe. Mais du coup, avec des degrés d'intervention moindres, c'est-à-dire en renforcé, on est sur une intervention par semaine ou tous les 10 jours selon les services. Et l'AEMO-IH qui en fait remplace les PEAD, c'est les services de PEAD qui se sont requalifiés. Et donc on est plus sur 3 interventions par semaine. Mais je rejoins sur une des difficultés, notamment sur la question de la médiatisation, parce que autant effectivement les services d'AEMO peuvent faire cette médiatisation dès lors que les parents sont OK avec ça, parce que parfois le cadre du JAF ne prévoit pas ça, mais quand on arrive à faire adhérer le parent, qu'il faut effectivement reprendre le lien ou autre, ça fonctionne, mais quand l'autre parent ne voit pas la difficulté et qu'il n'est pas d'accord avec la médiatisation des droits, dès lors qu'on n'est pas dans le cadre du PEAD et qu'on ne fixe pas les droits, on ne peut pas le lui imposer, et nous, le JAF, il n'a pas ça dans son arsenal, c'est-à-dire que le JAF nous fait des droits en lieu neutre, mais le lieu neutre, il n'y a pas de médiatisation. Donc c'est vrai que dans certains cas, on est un petit peu, on n'a plus l'outil, quoi. Si le parent est opposant. C'est vrai, mais ça arrive aussi dans les situations d'AEMO, et donc c'est un problème. On va pas mettre il y a des situations dans lesquelles ça relève absolument pas d'une intervention intensive, et on a le même souci finalement. Et ça, c'est un souci dont on parlera tout à l'heure, parce que ça fait effectivement partie des difficultés qu'on relève sur la question des champs de compétences du JE et du JAF, et parfois de certaines mesures qui sont prononcées chez le JE pour compenser des difficultés. Des manques dans ce dont peut disposer le juge aux affaires familiales, et du coup ça vient impacter quand même le dispositif de protection de l'enfance en venant prendre des mesures de protection de l'enfance pour des enfants pour qui on est plutôt dans ce besoin-là de sécurisation des droits de l'autre parent, quand par exemple notamment le premier parent, le parent gardien, il n'a pas du tout besoin d'aide éducative, ce qui arrive quand même dans un certain nombre de situations. Et juste pour compléter un tout petit point, et après je laisse la parole à d'autres, mais du coup nous dans le département il faisait quelque chose que j'avais pas vu là où je travaillais avant,
mais qui n'est pas inintéressant, où on allie un peu le judiciaire et l'administratif. Dans le cas où on est dans des AEMO ou AEMOR et que parfois il y a des replis, alors ça suppose que les parents soient d'accord, mais ils font de l'accueil provisoire à côté pour faire des relais ou du séquentiel ou autre, et du coup on est dans un cadre judiciaire sur l'AEMO ou l'AEMOR, et dans un cadre administratif pour faire des relais sur des temps de vacances notamment ou autre. Alors ça suppose que les parents soient d'accord, mais finalement ça fonctionne plutôt bien. D'accord, oui, c'est une bonne chose. Une question. Oui, bonjour. Je suis psychologue en AEMO à Paris. Et on voulait un petit peu vous partager aussi notre réalité, qui est qu'on exerce des mesures d'AEMO classiques. Mais dans la réalité, on fait face à beaucoup de situations très dégradées, où les parents sont résistants, voire opposants, où on fait avec, mais on fait aussi beaucoup à la place. Et notre réalité, c'est que ça participe vraiment à l'épuisement des professionnels, de voir que l'AEMO classique est rarement adaptée en fait, dans nos situations. On aimerait que ce soit à la marge, mais c'est plutôt la majorité de nos situations qui répondraient à une intervention plus soutenue. Voilà, c'était pour partager un petit peu notre réalité. Donc vous êtes plutôt d'accord que l'AEMO judiciaire, ça devrait essentiellement être du renforcé, au moins au démarrage ? Oui, suivant les problématiques et l'âge de l'enfant. Mais c'est vrai qu'avec la norme à 25 mineurs et des situations, comme je disais, très dégradées, voilà, la réalité, elle est quand même compliquée dans l'organisation des rendez-vous. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que les professionnels rencontrent les familles très régulièrement, mais ils enchaînent tous les rendez-vous, les réunions, et en fait, ils sont épuisés. Ils sont épuisés sur le rythme associé aux problématiques des familles aussi. Et votre service n'exerce que de l'AEMO simple ? Absolument. Il y a quelques années, on était dans une expérimentation pour des mesures soutenues. Donc ça marchait très bien. On a perdu le financement un peu du jour au lendemain sans comprendre pourquoi. Et l'association qui s'occupe des mesures renforcées sur Paris est saturée. Donc la plupart du temps, les juges sont aussi un petit peu frileux d'ordonner une mesure renforcée parce qu'elle... oui, il y a trop d'attentes. Voilà. Et du coup, quelle est votre position justement sur ce que nous, on a déterminé comme étant un réel besoin, que les services puissent en fait être habilités pour du simple comme pour du renforcé, pour pouvoir justement, dans les situations dégradées, passer sur une intervention plus soutenue. Après, il y a la question de comment ça s'organise. Hein. Je vous dis, moi, dans mon département, c'est effectivement la mesure devient compte pour deux, hein, donc ça donne une plus grande facilité organisationnel, puisque du coup, mais après il peut y avoir d'autres systèmes. Hein. En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez ? Nous, on est tout à fait pour, il me semble, hein, je regarde mes collègues aussi, dans la mesure où ce serait reconnu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un travail renforcé, mais qui est compté comme une AEMO classique, au même titre. On remarque que quand il y a besoin d'une co-intervention, d'une co-référence, quand il y a par exemple 2 travailleurs sociaux, les mesures sont divisées dans leurs normes. Donc une fratrie de 8 qui demanderait beaucoup de démarches et de travail, en fait dans leurs normes sont comptés comme 4 mineurs. Et vous avez entendu, on a eu une discussion tout à l'heure, pour savoir quelles étaient finalement, qu'est-ce que s'autorisait et ne s'autorisait pas un service d'AEMO simple. Prenez des exemples, par exemple, est-ce que vous pouvez envisager de conduire un enfant chez le psychologue parce que des raisons X ou Y, les parents ne l'ont pas fait, ne peuvent pas le faire. Est-ce que vous prenez un enfant dans votre véhicule pour le conduire pour une activité ou parce que le service a organisé quelque chose? Parce qu'on a l'impression qu'il y a un peu des positions différentes des services. Certains ne s'autorisent quasiment rien. On sait qu'il y a même des services d'AEMO, par exemple, qui même sur le plan judiciaire ne s'autorisent même pas à aller à l'école si les parents ne sont pas d'accord. Alors qu'on est quand même dans le judiciaire. D'autres ne se posent pas ces questions. Donc comment se positionne votre service par rapport à ce niveau d'un peu de ce cadre judiciaire, quoi, hein. Je ne sais pas s'il y a un positionnement vraiment du service. Je pense que ça dépend aussi des chefs de service et de comment, de ce qu'elles transmettent aussi aux équipes dans ce qu'elles peuvent faire ou pas.
Mais moi, ce que j'observe quand même, c'est que les professionnels font beaucoup de choses, se permettent aussi de pouvoir faire avec ou à la place pour que les choses évoluent. Mais encore une fois, c'est pas sans conséquence, et c'est à quel prix pour les travailleurs sociaux et à quel prix aussi dans la relation éducative. Si je peux, ouais. Question, on a deux. Je peux y aller, oui. Oui. Alors bonjour, donc Étienne Kubica, moi je suis juge des enfants à Rennes. Je voulais juste partager mon expérience par rapport au fait que en Ille-et-Vilaine, on a expérimenté et on a mis en place la mesure unique et globale depuis 2020. Moi au départ, effectivement, j'arrive, on me dit effectivement il n'y a plus d'EMO ici, il n'y a que de la mesure éducative personnalisée. Je me dis bon, spécificité du droit local breton. Parle bien dans le micro. Donc effectivement, ils mettent en place la mesure éducative personnalisée en 2020, supprimant les mesures d'AEMO et les mesures d'AEMR, avec cette idée effectivement qui était, je pense que tout le monde est confronté à pour réguler effectivement cette question des listes d'attente, où les mesures d'AEMR étaient avec des listes d'attente démentielles qui n'étaient pas prises en charge, et essayer un peu de lisser les choses pour affecter au mieux les moyens. Avec également ce que vous avez indiqué, le souhait que ce sont les mêmes professionnels qui prennent en charge, qui interviennent au sein des familles pour avoir davantage de cohérence auprès d'eux. Ce qu'on observe là avec 5 ans de recul, c'est que malheureusement, c'est que ces doubles modalités, ça conduit effectivement à lisser les moyens de manière extrêmement importante, donc à ne pas permettre aux services d'intervenir de manière renforcée. C'est-à-dire qu'une AEMO renforcée, ils avaient 6 enfants en charge auparavant. En mesure d'AEMO simple, ils en avaient 31. Là, ils sont passés à 22, ce qui ne permet pas effectivement d'avoir une possibilité de monter effectivement en intervention et de monter également en compétence. C'est-à-dire qu'indépendamment du nombre d'interventions, de pouvoir proposer par exemple une mesure de médiation, de pouvoir faire que des TISF interviennent, de mobiliser un psychologue ou tout autre élément du plateau technique. Les listes d'attente, on les a retrouvées d'une autre manière, selon les secteurs. Et que ce qu'on observe aussi, c'est que le fait de laisser effectivement, alors nous avec cette possibilité où quand le service il décide de moduler son intervention, ce qui a été prévu, c'est que le juge il est totalement hors jeu. C'est-à-dire que c'est le service qui décide de lui-même de passer du renforcé ou du simple. Nous, ça a été une demande où est-ce qu'on s'est dit, dans le cadre judiciaire, ça nous apparaissait compliqué que le juge soit totalement hors jeu. Le département nous a dit, nous avons décidé c'est comme ça et ça va prendre ou à laisser. Donc on compose avec cette réalité-là, et ce qu'on voit sur cette modularité qui est laissée à l'appréciation du service, c'est que paradoxalement, si les familles ne sont pas d'accord, la modularité n'arrive pas effectivement à se mettre en place, n'arrive pas effectivement à produire un certain nombre d'effets bénéfiques pour les enfants. Et ce qu'on voit et ce qu'on constate depuis lors, c'est qu'on a effectivement une augmentation des demandes d'OPP sur les mesures d'assistance éducative qui nous a conduit à... on a regardé ça parce qu'on a une situation où le placement est totalement saturé et qu'on a essayé un peu de chercher et comprendre les causes au sein du service. On a regardé que c'est parce que le milieu ouvert, effectivement, ne pallie plus effectivement un certain nombre de situations et que ça va très rapidement au placement. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, et moi je suis totalement d'accord avec l'observation, sur le fait qu'il faut être extrêmement prudent sur le cadre d'intervention, sur ce qui est mis dans ces mesures-là. Que notre rôle soit préservé, mais qu'aussi effectivement ce que c'est effectivement une mesure, qu'est-ce que c'est l'intervention ou autre, comment effectivement c'est possible, que ça soit bien inscrit dans la loi, que ça soit pas laissé aux possibilités des uns et des autres, et que ça soit dépendant des moyens dont effectivement que les autorités locales souhaitent allouer à ces dispositifs. Et aussi que ces mesures essayent de partir dans la mesure du possible sur les besoins des familles et des enfants, et pas seulement sur les besoins des éducateurs et des services. Ce qui, nous, on a observé une des causes quand même pour le moment d'échec de cette mesure. Parce que du coup, le taux d'encadrement moyen, c'est 22, alors que c'est le taux d'encadrement il y a beaucoup de départements pour qui c'est le taux d'encadrement d'une AEMO simple. Donc il y a aussi sans doute une difficulté de ce côté-là. Et ça vient bien rappeler que la question des taux d'encadrement, elle devrait être réglée effectivement sur un plan national, parce que effectivement on peut faire semblant d'avoir une mesure personnalisée à 22 qui finalement est globalement de la mesure d'AEMO simple. C'est exactement ça, ce qui fait qu'on a perdu les mesures renforcées de fait, avec un certain nombre d'effets. Et puis en fait c'est marrant, c'est que les services ils ont des fois un peu contourné ça, c'est qu'il y avait des services qui étaient en con-référencement, en renforcé, ils sont passés à un seul éducateur, et pour essayer effectivement de maintenir quand même et d'essayer d'avoir cette possibilité d'intervention plus soutenue. D'accord. Sophie là. Oui, pardon. Moi, c'était juste pour compléter le propos de ma collègue. Je suis éducatrice spécialisée.
Sur les accompagnements, quand on doit faire à la place des parents, au début, on essaye de mettre en place des TISF. En fait, on fait la demande auprès du département, ou bien on a une TISF dans notre service qui accompagne, je crois, dans sa file. Je ne sais plus à combien sa file active, mais c'est pas beaucoup de mineurs. Et on se retrouve aussi dans des situations où on pense à déplacement parce que les enfants sont en danger chez leurs parents, que nous, notre mesure, elle est insuffisamment protectrice, et ça, effectivement, on fait le constat très régulièrement. Mais en fait, les juges avec lesquels on travaille ont aussi la conscience des conditions de vie sur les lieux de placement. Et du coup, on se retrouve avec des situations où on ne place pas parce qu'il n'y a pas de place, parce que les enfants sont en danger aussi dans les lieux de placement, qui mériteraient d'être renforcés, mais il n'y a pas de place. Et en fait, on se retrouve aussi, nous, assez démunis dans l'exercice de nos mesures. Au-delà de l'épuisement, c'est aussi, on sent qu'on n'est pas suffisamment outillé et qu'on manque de moyens. Et effectivement, c'est la question des moyens donnés aux mesures éducatives suivant les départements. Voilà. Sophie ? Est-ce que ça marche ? Oui, ça marche. Alors, je suis Sophie Boutier-Véran, magistrat retraitée, et je suis maintenant au conseil d'administration d'une association des Bouches-du-Rhône qui gère des services de protection de l'enfance et aussi des services d'insertion. Donc là, je découvre le point de vue des associations. Et tous ces changements-là qui se mettent en œuvre, donc c'est souvent à travers les associations et leur travail, sauf que les départements qui mettent en œuvre donc tous ces changements avec les associations ont des pratiques très différentes, on le sait, d'un département à l'autre. Dans les Bouches-du-Rhône, il y a d'énormes difficultés. Les services de protection de l'enfance viennent de s'unir en groupe solidaire, en collectif, pour faire face à ces difficultés. Beaucoup de décisions sont prises de façon unilatérale et sans concertation avec les associations, ce qui pose beaucoup de problèmes pour savoir comment mettre en œuvre les choses de façon adaptée par rapport aux besoins des magistrats. Donc ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut aussi que les magistrats puissent prendre le temps de dialoguer avec les associations pour faire état aussi de leurs souhaits. Les associations se retrouvent un peu isolées aussi parce que la PJJ n'intervient pas forcément en tant que tiers. En tout cas, ce que je voudrais souligner, c'est que ces mutations mettent en œuvre toute la politique départementale de protection de l'enfance. Et c'est important qu'il y ait un dialogue avec toutes les institutions concernées, sinon on risque de retarder le bon déroulement des changements, quoi. Je pense que tu as parfaitement raison, Sophie, et je crois que les départements qui ont réussi à être plutôt dans un dialogue collectif associant à la fois les associations, les juges et eux, sont ceux dans lesquels la transition s'est passée de la manière la plus, la moins dommageable, enfin en tout cas la plus apaisée et d'ailleurs plus rapide. Alors que dans d'autres départements, on voit bien que les choses peuvent être beaucoup plus complexes et que la qualité et la PJJ, tu as raison, parce que les départements dans lesquels tout le monde a su se mettre autour de la table ensemble et s'écouter, ça a quand même beaucoup mieux fonctionné, la transition, que dans les départements où ce dialogue pour telle ou telle raison n'a pas été possible. C'est pas toujours le département, ça peut être plusieurs acteurs qui ne se mettent pas correctement autour de la table, mais vraiment, je pense qu'on voit la différence en fonction de la qualité du partenariat et du dialogue entre les uns et les autres sur ces sujets. Une question là. Oui, bonjour à tous. Romain Cros, je suis juge des enfants à Mâcon. J'avais plusieurs réflexions sur le maintien de l'AEMO dans le cadre judiciaire. Moi, ça me semble encore essentiel, puisqu'on voit que la subsidiarité ne fonctionne pas, en fait. Et ce que je remarque aussi, c'est vraiment la question de l'adhésion des parents, effectivement. Mais sur la porte d'entrée, qui est le juge des enfants sur la saisine judiciaire, ça me semble encore essentiel de maintenir l'AEMO, puisque moi, ce que je constate sur mon département, c'est qu'au terme des évaluations, alors, soit parce que l'évaluation est quand même très mal vécue par beaucoup de parents, je trouve, les propositions d'AED derrière, elles ne sont pas souscrites, et donc l'AEMO reste nécessaire dans le cadre judiciaire, puisqu'il faut quand même apporter une réponse au danger, et ça reste un niveau de réponse qui, moi, me semble adapté. La difficulté, après, c'est effectivement comment on repasse en administratif une fois que le parent a adhéré à la mesure, et concrètement,
En ce moment, ma collègue, elle est en congé maternité, je traite les 2 cabinets, et donc je fais du renouvellement d'AEMO sans audience, beaucoup. Dans la plupart des cas, mais vraiment la très grande majorité, la préconisation correspond au souhait du parent. Donc effectivement, le passage en AED, il est possible, sauf que dans mon département, effectivement, l'association qui exerce l'AEMO ne fait pas d'AED. Donc là, il y a une vraie difficulté. On parle que de l'AEMO simple, qu'on soit bien clair. Non, mais quand on évoquait la question de supprimer dans le cadre judiciaire, on parlait que de l'AEMO simple. La question étant de savoir, justement, quand vous ordonnez cet AEMO simple, est-ce que vous avez le sentiment que c'est suffisant, que ça répond Pour moi, dans bon nombre de cas, ça correspond à la situation de danger, et d'autant plus, après, effectivement, si on peut adjoindre des TISF, qui reste une question importante, je trouve, sur le soutien à la parentalité au quotidien. Effectivement, c'est un couple de mesures quand même qui fonctionne assez bien, AEMO plus TISF. Je trouve que ce sont des mesures qui fonctionnent bien ensemble. Mais effectivement, je pense qu'on pourrait déjudiciariser très rapidement après. Et effectivement, après, il y a la difficulté sur mon territoire très concrète. Ça pose quand même la question, ce que vous dites sur le sujet de la subsidiarité et de comment effectivement on arrive aussi souvent à ne pas pouvoir contractualiser une AED avec les parents, et comment effectivement on aborde les parents dans le cadre de l'évaluation, comment on leur propose la mesure, et pourquoi finalement aussi souvent finalement il y a besoin du juge, parce qu'il y aura toujours besoin du juge pour un certain nombre de parents, mais quand c'est on voit bien que selon les départements, ça peut être beaucoup plus souvent que d'autres, et ça pose quand même peut-être aussi des questions sur la manière dont finalement on entre en relation avec le parent et on leur propose des mesures dans un cadre administratif. Je suis entièrement d'accord, et je le vois même sur le département. Après, en fonction des services sociaux de secteur, en fait, très clairement, je pense qu'il y a des évaluations qui sont très mal vécues aussi parce qu'en face, les travailleurs sociaux abordent les parents d'une certaine manière, et ça concrètement ne convient pas. Après, j'avais une autre réflexion sur l'hébergement exceptionnel, parce que nous, le département a arrêté le PAD très rapidement pour mettre en place des AEMO RH. Simplement, sur cette possibilité d'hébergement exceptionnel, elle est souvent présentée comme la sanction d'un dysfonctionnement. Voilà, elle est vraiment vécue comme ça. Moi, j'essaye vraiment en audience aussi de montrer au département ou aux associations habilitées que ma vision aussi de l'hébergement exceptionnel, c'est que c'est un vrai outil dans le quotidien des enfants, et c'est aussi aux parents de pouvoir l'actionner. Et pour l'instant, c'est pas vraiment comme ça que c'est présenté. Et je trouve qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur qu'est-ce qu'on met derrière l'hébergement exceptionnel. Est-ce que effectivement c'est OPP derrière, parce que c'est quand même souvent comme ça que ça fonctionne encore. L'idée du législateur au départ, quand ils ont introduit cette possibilité, c'était de dire il y a parfois des situations de crise au cours de mesures d'AEMO qui ne justifient pas forcément qu'on ait un placement à l'aide sociale à l'enfance, d'autant plus que souvent aussi les parents et les jeunes s'accordent pour dire qu'une pause, un repli de quelques jours serait salutaire à tout le monde. C'était ça l'idée, quand même. Moi, je ne l'ai jamais vu actionné par un des parents. Dans toutes les notes que j'ai eues de repli, j'ai jamais eu, à un moment donné, un parent qui interpellait le service en disant « là, je suis dans une situation compliquée, il me faudrait actionner le repli ». Je ne l'ai jamais vu fait de cette manière-là. Alors, ça pose effectivement les questions de qu'est-ce que c'est une AEMOH aussi. C'est vrai que, par exemple, sur mon département, une des caractéristiques, et c'était déjà le cas avant que des services de PAD deviennent des services d'AEMOH, c'était aussi l'astreinte. C'est-à-dire qu'un parent puisse appeler le soir, le week-end, s'il est en difficulté et qu'il y ait quelqu'un qui y intervienne. Moi, je vois il me semble que ça devrait être un peu comme ça que ça devrait être scandé, la question de l'hébergement exceptionnel ou périodique. Il y en a 3 formes. Il y a le répit, qui est quelque chose de clairement qui correspond plus au périodique, voire, pas toujours, mais en tout cas qui est préparé, programmé avec les parents et qui peut être avec leur accord. Ou parfois, moi j'ai rendu une ordonnance pour clarifier les moments de répit, qui a été accepté par le parent, mais en tout cas c'est du répit. Et il y a le repli qui est
qui peut être avec l'accord ou sans l'accord, qui est là vraiment la situation d'urgence ou de crise. Et c'est vrai que si votre service d'AEMOH n'envisage que le repli sans accord des parents et que les deux autres modalités, elles ne sont pas dans le projet de service et dans le travail avec les parents, forcément, c'est vécu que comme un pré-placement. Donc c'est vraiment probablement sur tous ces points qu'à un moment, il faudrait que nationalement, les choses soient un petit peu clarifiées sur ces modalités d'intervention. Effectivement, je en venais à ça, sur la proposition de dire qu'il faut à un moment donné aussi que des textes viennent préciser les mesures, soit sur le degré d'intervention, voilà, et sur ce que signifie concrètement l'hébergement, par exemple. Ça me semble essentiel, parce que nous, on est un peu démunis, et puis on est en fait assez contraints par ce que les services proposent. Dernière chose, mon département a créé des mesures dédiées au retour en famille, donc, qui ont vocation uniquement à être actionnées post-placement, AEMO-R et AEMO-RH. On n'a pas beaucoup de recul encore dessus, puisqu'elles ont été mises en œuvre à compter de cet été. C'est intéressant. Après, je trouve que du coup, on a des mesures d'AEMO-R qui, pour l'instant, ne sont pas encore très... Voilà, il reste beaucoup de mesures sans qu'elles soient pourvues, ce qui pose des questions, parce qu'on a des situations hyper dégradées en AEMO, justement, qui mériteraient des AEMO-R, et du coup, le département a fait le choix de vraiment dédier ces mesures au retour en famille. Donc il y a une forme d'effet un peu pervers, je trouve, à ce fonctionnement. Il faut réfléchir aux fins de placement. Effectivement, on ne va pas oublier que l'arrêt de la Cour de cassation qu'il y avait sur le PEAD, on était justement dans deux situations de la Cour d'appel de Versailles, qui avait validé un truc que tout le monde avait fait et qui correspondait vraiment à un besoin, qui était en gros un retour à laisser à la maison, on va dire. C'est-à-dire, les enfants maintenus à l'aide sociale à l'enfance, mais pendant quelques mois, la Cour avait dit, je crois que c'est même la Cour qui avait levé le placement et qui avait dit que jusqu'à la prochaine décision du juge des enfants, il pourra rester en hébergement quotidien à domicile, et puis le juge des enfants appréciera après. Et ça correspond clairement à un besoin. Donc c'est vrai qu'il faut aussi trouver une modalité, donc soit si l'enfant n'est plus confié à l'aide sociale à l'enfance, ça pourrait être typiquement une mesure d'AEMO confiée à l'aide sociale à l'enfance. L'idée, c'est que ce soit exercé par les mêmes, parce que si on commence à partir sur la désignation d'un nouveau service qui va mettre 6 mois à intervenir, donc là, ça pourrait être par exemple un cas de figure d'une AEMO confiée à l'aide sociale à l'enfance pendant quelques mois pour terminer une mesure de placement. C'est une possibilité, par exemple. Mais c'est vrai, là, il y a un vrai besoin là-dessus, sur ce cas de figure. Oui, Geneviève Lefebvre, je suis juge des enfants à la retraite, et j'ai travaillé un petit peu avec un service de Seine-Saint-Denis de PEA2 à l'époque sur ce que c'était qu'un placement à domicile. Et je trouve qu'à entendre les uns et les autres, la Cour de cassation n'a pas clarifié le débat du tout, parce que dans les essais d'arrangement pour s'en sortir, on voit bien, me semble-t-il, la confusion demeure. Moi, il me semble qu'il faut être extrêmement clair. Une mesure d'AEMO, c'est une mesure d'accompagnement, d'aide et de soutien, et pas du tout d'intervention au titre de l'exercice de l'autorité parentale. C'est au besoin du faire avec, c'est-à-dire emmener des enfants à l'école avec l'accord des parents ou chez le médecin avec l'accord des parents, c'est du faire avec, mais absolument pas de la substitution d'autorité parentale. Alors que le placement, c'est de la coéducation. Et donc un partage de l'exercice de l'autorité parentale. Et il me semble que dans l'esprit de la Cour de cassation, l'idée de placement, c'est l'idée de déplacement. Mais moi, je pense qu'au jour au jour d'aujourd'hui, cette notion-là, elle est dépassée. On voit bien avec ce qu'on a travaillé hier après hier que tout se joue autour de la collaboration parents-institutions, et que c'est dans ces marges-là qu'il faut essayer de trouver, de créer. Donc moi, je pense que les mots avec hébergement est tout aussi paradoxal que le placement à domicile, parce que ça fait de la confusion entre ce qui est du partage de l'autorité parentale, sauf si c'est
un placement pour un répit est demandé par les parents ou accepté par les parents, mais le placement autoritaire en cas de crise, par exemple, me paraît complètement déconnecté de l'idée même d'AEMO. Donc je pense qu'il faut revenir au principe de base. L'AEMO, c'est de l'accompagnement, plus ou moins intensif, et le placement, c'est de la co-partage, c'est du partage de l'exercice de l'autorité parentale. Et c'est seulement à partir de ces deux notions-là, me semble-t-il, qu'on peut arriver à clarifier le débat. Après, le repli sans l'accord des parents, je pense qu'il est excessivement rare et il est souvent dans des situations de crise qui amènent au placement. Et, sauf que parfois, non. C'est aussi pour éviter quand même du placement de l'OPP brutal dès le premier jour, alors que finalement la crise, peut-être en 2-3 jours, va être résolue. Mais franchement, je ne sais pas quelles sont les expériences des autres, mais du repli sans l'accord des parents sur de l'AEMOH, c'est quand même vraiment hyper exceptionnel, et c'est effectivement, je dirais, un dernier niveau pour permettre de ne pas agir dans l'urgence et dans la brutalité pour un enfant quand même aussi, parce que malgré tout, l'OPP, ça peut être de l'urgence et assez brutal pour les enfants, donc ça permet d'avoir un petit peu ces solutions de soupape. Mais c'est pas, il me semble, un principe, et d'ailleurs, je pense que même dans le PEAD, et beaucoup le disent, finalement, on n'en avait quasiment pas non plus en PEAD. C'est-à-dire que ça ne faisait pas la ligne de démarcation, finalement, entre les deux mesures, la question des replis sans l'accord des parents fréquents, puisque finalement, on avait même de plus en plus de services de PEAD qui n'avaient pas de lieu de repli. Ce qui est très paradoxal, pour le coup. C'est-à-dire on doit pouvoir le faire et on doit assumer la responsabilité de l'enfant, et on n'a pas de lieu de repli. Certains en avaient, attention, mais sur l'ensemble du territoire, certains n'en avaient pas. Il y avait une dernière question. Je suis Pierre-Alain Sartou, je dirige la CNAP, qui est la Fédération d'associations de protection de l'enfant. Donc effectivement, on parle beaucoup des associations, et deux remarques, parce que je suis ravi d'entendre les échanges. D'ailleurs, je remercie l'association pour son invitation sur ces 2 journées très enrichissantes. Du point de vue des associations, on partage vraiment vos constats. Par exemple, sur le PEAD, on a le même problème que vous, c'est-à-dire qu'en réalité, on a beaucoup de mal à parler la même grammaire et à parler la même langue sur les pratiques qui se passent dans chaque département. Et donc nous, on a conscience qu'on a besoin de cette clarification nationale sur quel doit être l'avenir de ce type de dispositif. Et on est incapable, en tout cas on a du mal, à arriver à générer une position commune, parce que tout simplement, les positions des uns et des autres sont trop diverses, trop divergentes d'un territoire à l'autre. Donc on a quand même, je pense, nous, un travail au niveau de nos associations respectives pour produire une position nationale qu'il faut qu'on amène vers le législateur. Et là, on a quand même une occasion de le faire dans peu de temps, pour que justement, peut-être, on puisse réduire ce niveau de divergence qui nous empêche d'être unis. Sur l'AEMO simple, c'est ma dernière remarque. Effectivement, j'entends qu'il y a un intérêt très fort pour la mesure, et je pense que nous, à la CNAP, on y croit. Simplement vous dire que la raison pour laquelle on a certains réseaux associatifs et certaines associations qui sont contre désormais l'AEMO simple, c'est pas dans le principe de la mesure, c'est simplement dans son application. Ça s'est entraîné par un tel nivellement par le bas. C'est un peu, s'il vous plaît, ça rejoint la remarque du collègue Durand tout à l'heure sur la mesure unique. Quand on a une mesure qui se traduit forcément par un nivellement par le bas dans la pratique, on veut la supprimer pour rehausser le niveau. Donc là, on voit véritablement un problème entre le principe et l'application. Donc au niveau des associations, on est entièrement d'accord sur ça. Et si vous nous entendez dire que l'AEMO simple, on aimerait en finir, c'est pas parce qu'on pense pas que la mesure est utile ou inutile, et que le passage devant le juge ne sert à rien. C'est parce qu'effectivement, aujourd'hui, les éducs ont trop de mesures et donc n'arrivent pas à assurer. Donc, finalement, la question des taux d'encadrement pourrait peut-être résoudre cette question. Oui, absolument. On va porter les choses là-dessus. Merci à tous. Je vous propose 5 minutes de pause avant de... Mais 5 minutes qui ne deviennent pas 20 minutes, mais allez, 10. Mais en essayant de les respecter pour qu'on ait un petit peu de temps pour notre dernière table ronde.